La responsabilité sans faute. Alors, le premier constat, tout d'abord, sur ce sujet des preuves, c'est que, il faut bien le dire, ce n'était pas au programme. Voilà. Ce n'était pas au programme, on a vraiment le sentiment que le jury a raté un peu comment ça s'appelle, la détermination de l'épreuve, et en fait, ce sujet, eh bien, était forcément dans ces conditions assez difficiles à traiter pour les candidats. Alors évidemment, on peut toujours dire oui, tout est dans tout, à partir du moment où on a la légalité, on a la responsabilité, mais c'est quand même un petit peu surprenant. Alors, imaginez le sujet de la responsabilité sans faute de l'État, c'est en plus demander aux gens de traiter d'un sujet qui est quand même immense. Alors pourquoi? Parce qu'il est immense au point de vue chronologique, c'est-à-dire que le régime de responsabilité administrative, c'est comme ça qu'est né d'ailleurs le droit administratif, souvenez-vous, hein, c'est l'objet de Blanco en 1873, et même si on veut se concentrer sur les arrêts qui ont consacré une responsabilité, ça va aller de 1895, on va dire, avec la jurisprudence CAM, jusqu'en 2019, avec la jurisprudence Paris-Clichy, qui a admis un régime de responsabilité du fait des lois inconstitutionnelles. C'est-à-dire c'est un sujet qui est immense au point de vue chronologique, c'est un sujet qui est immense au point de vue thématique. Pourquoi? Parce que dans les régimes de responsabilité sans faute, eh bien, on a deux axes qui, à mon avis, devaient constituer les deux axes de votre réponse. La responsabilité sans faute pour risque, d'une part, et la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, d'autre part. Au regard de l'épreuve, c'est vraiment ces deux axes qu'il m'aurait semblé nécessaire de mettre en avant. Alors ensuite, comment le découper? Je dirais, on est un peu coincé parce que le régime de responsabilité sans faute est un régime qui certes est d'ordre public, c'est-à-dire le juge devra le relever d'office, mais c'est aussi un régime de responsabilité qui a comme particularité d'être exceptionnel, c'est-à-dire qu'il n'existe que dans les cas où le législateur ou la jurisprudence l'a consacré. Ce qui veut donc dire qu'on est dès le départ un petit peu coincé parce qu'on va marquer ici, on va travailler par énonciation. Alors, je vais du coup proposer ici dans cette vidéo de correction ce qui serait les axes qu'on pourrait mettre à l'intérieur, et puis je reviendrai à la fin sur ce que l'on aurait pu mettre dans cette introduction. Alors je déroge à cette règle, mais c'est parce qu'il y a tellement de matière à développer. D'abord, dans les régimes de responsabilité pour risque. Ce principe d'une responsabilité pour risque, il est assez intéressant parce qu'il faut bien voir qu'il apparaît dès le XIXe siècle, à l'origine, à l'égard des collaborateurs permanents du service public. C'était la jurisprudence CAM de 1895. Donc pour moi, dans ce grand 1, le petit 1, ça serait d'essayer de démontrer que on a souhaité protéger les collaborateurs du service public, en mettant en avant que historiquement c'était la jurisprudence CAM, mais qui a perdu en quelque sorte son intérêt. Pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que les régimes législatifs, mais aussi les régimes jurisprudentiels et surtout décrétaux, ont permis de combler en quelque sorte les trous dans la raquette, donc CAM a assez peu d'intérêt, sauf dans les hypothèses où les statuts ne couvrent pas tous les régimes de responsabilité, alors, tous les chefs de préjudice, pardon, excusez-moi. Donc, pour les collaborateurs des services publics, je dirais pour le collaborateur permanent, il fallait dire que CAM avait un intérêt historique, ne servait plus à grand chose,
sauf lorsque le statut ne permettait pas de couvrir tel ou tel chef de préjudice. Pour les collaborateurs occasionnels du service public, en revanche, cette jurisprudence conserve tout son intérêt. C'était ici les racines de la jurisprudence commune de Saint-Priest-la Plaine, etc., où on allait voir qu'il s'agissait de couvrir les dommages qui ont été causés aux collaborateurs occasionnels, mais également par ces collaborateurs occasionnels. Alors, avait-on le temps, dans le cadre de ce corrigé, de rappeler les conditions? Je pense que oui, on pouvait, dans le cadre de son épreuve, dire, voilà, il faut qu'il y ait une activité de service public, que cette collaboration ait été requise, ou par l'urgence, ou par le service public, et que cette collaboration ait présenté un caractère bénévole. Donc, dans la responsabilité pour risque, moi j'aurais commencé par les collaborateurs occasionnels, parce que c'est un petit peu le fer de lance historique de ce régime de responsabilité. Ensuite, j'aurais couvert, ça aurait été mon petit 2, les dommages causés par les choses et activités dangereuses. Dans ces choses et activités dangereuses, j'aurais mis en avant les choses dangereuses, les armes à feu par exemple, ce qui me semblait assez intéressant, et de manière générale les explosifs. Donc j'aurais cité la jurisprudence Regnault-Desrosiers, qui est au Gaja, Consort-Lecomte en 1949, donc Regnault-Desrosiers en 1919, Consort-Lecomte, en insistant bien sur le fait que il y a un champ d'application, c'est-à-dire que pour les balles perdues, pour le tiers, à l'arme à feu, il y aura un régime de responsabilité, mais ça vaut que pour le tiers. Pareil pour les choses dangereuses, l'explosion d'un entrepôt de munitions. Si un dommage est réalisé à un tiers, il doit pouvoir obtenir indemnisation. J'aurais insisté sur l'évolution de cette notion de choses dangereuses, et dire, voilà, il n'y a pas de définition. Alors il y a eu, bien sûr, la jurisprudence Petit, qui nous a dit, une matraque n'est pas une chose dangereuse, et du coup on peut pas rentrer là-dedans, mais qu'en revanche, les lanceurs de balles de défense entrent dans cette catégorie. Il y a les choses dangereuses, puis il y a les activités dangereuses. Alors ici, ça me semblait indispensable de citer la jurisprudence Touzelier. Dans cette jurisprudence Touzelier, c'est lorsque on prend en charge des activités qui vont présenter un danger, comme par exemple une institution psychiatrique qui est placée à proximité des habitations et on essaye de procéder à la réinsertion de ces personnes en milieu ouvert. De là, pour ma part, j'aurais fait une ouverture sur la responsabilité fondée sur la garde. Je pense que c'était bien, ou alors on en faisait un petit 3, d'arriver sur la garde avec la question des mineurs délinquants. Pourquoi ? Parce que conceptuellement, bien sûr, c'est important de distinguer la garde du mineur délinquant de la chose dangereuse. On peut pas, même s'il fallait montrer que ce fondement de la responsabilité sans faute, c'est donc posé au fur et à mesure du temps, il s'en est dissocié, et d'ailleurs, on voit que le juge administratif a fait évoluer, et là-dessus, je pense qu'on pouvait citer la jurisprudence Garde des Sceaux contre le ministre de la Justice en 2006, ou dès 2005, la jurisprudence GIE AXA Courtage. Donc pour moi, il y avait une première partie qui pouvait être constituée de 3 petits points qui auraient été les collaborateurs du service public, permanents et occasionnels, qui auraient été les choses et les situations, les activités dangereuses, et puis un petit 3 qui aurait été en quelque sorte la garde. J'aurais laissé de côté la question des travaux publics pour la mettre dans l'introduction, parce que sinon je trouve que si on réinjecte là-dedans, sachant que c'est quand même pas très clairement dans l'épreuve du programme, je l'aurais mis dans l'introduction pour montrer que je suis un candidat parfaitement au fait de l'existence de régimes dérogatoires de responsabilité.
Et puis, dans une deuxième partie, c'est la question de la responsabilité pour la rupture de l'égalité devant les charges publiques. Bon. Là-dessus, par souci de symétrie, j'aurais essayé de faire un petit 1, un petit 2 et un petit 3, ou juste un petit 1 et un petit 2. Pour moi, j'aurais commencé par voir la responsabilité du fait des lois. Et ça, j'aurais déployé ceci en deux aspects. La responsabilité du fait des lois, stricto sensu, donc la jurisprudence La Fleurette de 1938, en insistant bien sur le fait que, oui, c'est assez surprenant d'imaginer que la responsabilité de l'État puisse être engagée du fait d'une loi qui est l'expression de la volonté générale. Et oui, c'est assez surprenant de l'imaginer, mais du coup, qu'elle soit engagée, cette responsabilité, par le juge administratif. Mais une fois qu'on a surmonté ces deux obstacles, notionnels, qui est la loi et l'expression de la volonté générale, et le juge administratif, qui est un juge qui peut engager la responsabilité du fait d'une loi, on comprend, il fallait montrer la cohérence du régime. La cohérence du régime, c'est quoi? C'est qu'il va vous falloir un préjudice anormal et spécial, et il va falloir que le législateur n'ait pas lui-même exclu toute possibilité d'indemnisation. Et du coup, il faudra interpréter le silence du législateur. Donc pour moi, la responsabilité du fait des lois, c'est du fait de la loi elle-même d'abord. Et puis, il y aura un deuxième aspect qui sera la responsabilité du fait de l'inconventionnalité et l'inconstitutionnalité de la loi. Ça aurait été mon petit 2 en disant, la responsabilité du fait d'une loi inconventionnelle, elle nous a été en quelque sorte imposée par la Cour de justice de l'Union européenne. La responsabilité avec la jurisprudence brasserie du pêcheur. Et dès lors, la jurisprudence Garde-Dieu de 2007 apparaît comme, en quelque sorte, logique. C'est une retranscription, même si, pour montrer que j'avais bien compris l'enjeu, j'aurais mis en avant que le régime, qui est alors applicable, est un régime un peu hybride. C'est-à-dire ça fonctionne comme un régime de responsabilité pour faute, mais le législateur ne veut pas trop dire qu'on aurait commis ici une faute. Donc on comprend dans ce régime de responsabilité que lui était imposé. En revanche, avec la jurisprudence Paris-Clichy de 2019, là on admet d'engager la responsabilité de l'État du fait des lois inconstitutionnelles. Et là, il fallait essayer de démontrer toute la subtilité de ce dispositif dans sa combinaison avec le contrôle de constitutionnalité là-dessus. Ensuite, une fois que j'avais fait petit 1 du fait des lois, moi j'aurais fait petit 2 du fait des conventions internationales. Là encore, j'aurais commencé par placer le cadre. Le cadre, c'est quoi? C'est la jurisprudence Compagnie Générale d'Énergie Radioélectrique de 1966. Dans ce cadre-là, la situation est la suivante, c'est si la loi est contraire à une convention internationale, comment peut-on construire les choses? Ça sera un régime de responsabilité du fait des conventions des lois inconventionnelles. Si en revanche, c'est la loi qui vous occasionne un préjudice, ça sera la responsabilité du fait des lois. Si maintenant c'est la convention internationale qui vous occasionne ce préjudice, on doit pouvoir engager la responsabilité de l'État. Là encore, pour moi, il fallait montrer à la fois le champ d'application et la spécificité. La spécificité, c'est que normalement, tout ce qui orbite autour des conventions internationales, ça relève des actes de gouvernement. C'est de l'acte de gouvernement en principe. Et là, faut montrer, et vous pouviez reprendre l'exemple de la jurisprudence Suzy Lawati de 2011, que oui, mais des fois ça va occasionner un préjudice, comme par exemple l'impossibilité d'obtenir l'exécution forcée de la décision, etc.
et que, sous réserve que ce préjudice soit anormal et spécial, eh bien, on doit pouvoir engager la responsabilité de l'État. Enfin, il y a pour moi le troisième petit point, ça serait la responsabilité du fait des actes administratifs réguliers. Là encore, il fallait insister, dire voilà, si c'est l'exécution d'une loi inconventionnelle, on va reprocher à l'administration d'avoir exécuté une loi qui elle-même était inconventionnelle. Donc la responsabilité de l'État sera engagée du fait de cet acte. Si en revanche, et dans ce cas-là, ça sera de la responsabilité pour faute. Si en revanche, on est sur un acte administratif qui est légal, mais qui occasionne un préjudice, alors on pourra se poser la question de l'engagement de la responsabilité. Et là, je pense qu'il fallait distinguer entre les actes administratifs individuels et les actes administratifs réglementaires. Si on est face à un acte administratif individuel, eh bien, ça sera l'hypothèse de la jurisprudence Cuiteas. Si c'est un acte administratif réglementaire, on sera sur la jurisprudence commune de Gavarni. Et là, il fallait essayer de démontrer que finalement, le juge administratif, il a construit toute une échelle en quelque sorte de responsabilité. Alors, une fois balayé ceci, en quelque sorte les axes, les grandes directions de se corriger, responsabilité sans faute, pour risque, responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, je crois qu'on comprenait qu'il y avait énormément de choses à dire. Du coup, dans l'introduction, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Alors, moi, j'aurais été de ceux qui auraient commencé par citer tout d'abord l'étude annuelle du Conseil d'État de 2005 où il parlait justement de cette question de la socialisation du risque et cette idée que l'histoire de la responsabilité, en droit public comme en droit privé, c'est l'histoire d'une extension de la responsabilité, au nom de l'idée qu'il ne faut pas laisser une victime sans indemnisation. Et là-dessus, il fallait essayer de démontrer que les régimes de responsabilité sont pour l'essentiel d'origine jurisprudentielle, même si le législateur a pu les combiner. Ces régimes traversent l'ensemble des branches du droit et certaines activités bénéficient de régimes historiques, comme la matière des travaux publics. Avec, vous savez, là je l'aurais mis ici, par exemple, en matière de travaux publics, pour les dommages permanents, c'est une responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Pour les dommages occasionnels, en fait, on a toute l'échelle de responsabilité entre l'usager, qui bénéficie d'un régime de responsabilité pour faute présumée, entre le tiers, qui bénéficie d'un régime de responsabilité sans faute pour risque, ou le participant, qui, lui, est soumis à un régime de responsabilité pour faute prouvée, même si, en tant que collaborateur du service public, il risque fort d'être couvert par un régime de responsabilité du fait des collaborateurs du service public. Et le but, c'est de dire que, finalement, ce régime présenter la responsabilité de l'État, c'est présenter l'ensemble de ces régimes de responsabilité qui vont permettre de l'engager, même si ceux qui seront amenés à payer, c'est-à-dire à contribuer ainsi à la dette créée, ne seront pas nécessairement l'État, mais ça peut être l'agent, dans le cadre de la distinction fondamentale augurée dès 1875, entre la responsabilité pour faute personnelle, qui engage en principe l'agent, et la responsabilité pour faute de service, qui engage la responsabilité de l'administration, les deux pouvant se retrouver soit dans une situation de cumul de fautes, soit de cumul de responsabilité. Alors, pourquoi est-ce que je dis ceci comme devant figurer dans l'introduction? Parce que quand on a un sujet comme celui-ci, aussi large,
le risque, il est là. Il est de se dire, peut-être que l'examinateur, il voulait que je lui dise, c'est la responsabilité de l'État, est-ce que c'est que l'État, ou est-ce que c'est la chambre? Il faut quand même que j'en parle. Mais le sujet est en même temps immense. La responsabilité sans faute, je vous rappelle que c'est un cours de 36 heures à la fac, en licence d'administration publique. Donc, c'est très difficile de voir où l'examinateur voulait aller. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait évoquer ce point et nécessairement l'introduire. Bon courage à tous.